Un camion de 40 tonnes s'est bloqué depuis un jour sur la route près de Kocaeli. Les meilleurs réparateurs allemands ont abandonné. La société de transport perd 50 000 milles d'euros par jour et c'est alors qu'apparaît un homme en salopette sale, au chômage depuis 8 mois, avec une boîte à outils vieille de 20 ans. Personne ne le connaît. Personne ne le prend au sérieux. Mais dans les 4 heures qui suivent, cet homme va accomplir ce que les ingénieurs Mercedes n'ont pas réussi à faire. Et sa vie ne sera plus jamais la même. Car parfois, les héros les plus inattendus viennent d'endroits que le monde a oubliés. Mehmet Yildirim avait 52 ans et ses mains racontaient des histoires. Chaque cicatrice, chaque callosité, chaque tache de graisse qui ne partait pas, même en frottant, étaient autant de fragments d'une vie passée sous le capot des camions, dans les ateliers froids, pendant les longues nuits où les moteurs refusaient de coopérer. Mais depuis 8 mois, ses mains étaient immobiles. L'usine de pièces automobiles où il avait travaillé pendant 23 ans à Gabz avait fermé. Pas soudainement, mais lentement, comme une maladie qui rongeait sa vie à son insu. D'abord, il y eut des réductions de personnel, puis des heures supplémentaires non payées, puis des salaires en retard, et un jour de novembre, les portes se fermèrent pour toujours. Mehmet resta 1 heure devant ses portes. Il ne pleura pas, il ne cria pas. Il est simplement resté là, à regarder. Il essayait de comprendre comment quelque chose qu'il pensait éternel avait pu disparaître, tandis que Fatma l'attendait à la maison avec le dîner prêt. Quand il est entré, il n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Après 30 ans de mariage, les mots étaient devenus un luxe inutile. Ils se sont regardés et cela suffisait. 8 mois plus tard, Mehmet n'avait toujours pas trouvé de travail. Ce n'était pas faute d'avoir essayé. Il avait postulé dans tous les ateliers de Gebze, Kocaeli et Istanbul. Partout, la réponse était la même. Trop vieux, trop cher, trop qualifié pour leurs besoins. L'ironie de la vie, c'est d'être rejeté parce qu'on en sait trop. Ce matin de juillet, Mehmet s'est réveillé à 5 heures, comme il l'avait toujours fait. Son corps refusait d'accepter la retraite. Il s'est levé lentement du lit car son dos lui faisait mal. 20 ans passés à se pencher sous les camions avaient laissé des traces. Fatma dormait encore. Sa respiration calme était le seul bruit dans leur petite maison à la périphérie de la ville. Mehmet est sorti dans le jardin. L'air était frais. Comme seul l'été, tôt le matin, peut l'être dans la région de Marmara, il a regardé le garage où se trouvait sa boîte à outils. 20 ans d'économie, des outils qu'il connaissait mieux que ses propres doigts. Il prenait maintenant la poussière. Il décida d'aller se promener. Il n'avait nulle part où aller. Il ne touchait pas encore sa pension de retraite. Il lui restait encore 3 ans avant d'atteindre l'âge légal. Ses allocations chômage étaient épuisées. Fatma travaillait dans une usine textile, mais son salaire suffisait à peine à payer des factures. Chaque mois était une lutte. Il marcha sur la route principale, sur la route menant à l'autoroute. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être par habitude, peut-être parce que la vie continuait à couler au bord de la route. Comme s'il avait un but, il vit quelque chose d'inhabituel au kilomètre 246. Un énorme camion, blanc et bleu, avec le logo d'une entreprise allemande, était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Autour de lui, une équipe en combinaison propre faisait des gestes nerveux. 3 dépanneuses étaient garées derrière le camion. Un homme en costume parlait avec excitation en allemand au téléphone. Mehmet s'arrêta à distance et observa. Les mécaniciens essayaient quelque chose sur le moteur, mais il était évident qu'ils ne progressaient pas. L'un d'eux jeta sa clé avec colère. La casquette heurta le sol. Cela fit sursauter Mehmet, non pas à cause de la violence du geste, mais parce qu'il avait ressenti cette frustration des centaines de fois. Quand le moteur refuse de vous dire ce qui ne va pas, quand tous les tests sont bons mais que quelque chose ne fonctionne toujours pas, quand la machine se transforme en un casse-tête insoluble, il s'approcha lentement. Non pas parce qu'il voulait aider, mais qui pouvait bien aider des mécaniciens allemands. Par pure curiosité, cette curiosité qu'il avait caractérisée toute sa vie. L'un des mécaniciens l'a remarqué. Il était jeune, peut-être la trentaine, les cheveux blonds et les yeux fatigués. Il lui a jeté un bref regard. Puis il s'est remis au travail. Mehmet n'était qu'un curieux parmi tant d'autres, l'un des nombreux passants qui s'étaient arrêtés pour voir ce qui se passait. Mais Mehmet ne regardait pas les gens, il regardait le camion. Un Mercedes Actros, un nouveau modèle équipé des systèmes les plus avancés de l'industrie. Et pourtant,
Il était là, immobile, malgré toute la technologie et tous les experts. Mehmet remarqua quelque chose que les réparateurs n'avaient pas vu, une petite anomalie dans la position du camion, presque imperceptible, une légère inclinaison, sans aucun rapport avec le terrain. Son cœur s'emballa. Il savait ce que c'était, mais il ne dit rien, car qui était-il, lui, un chômeur de 52 ans, vêtu d'un vieux blouson, sans emploi depuis 8 mois? Comment aurait-il pu voir ce que les ingénieurs allemands, avec leurs diplômes et leurs équipements sophistiqués, n'avaient pas vu? Il fit demi-tour et rentra chez lui. Mais l'image du camion ne le quitta pas de toute la journée. Le camion resta immobilisé sur la route. Mehmet apprit la nouvelle au cours de la semaine, car dans les petites villes, les nouvelles vont vite. Le transport était spécial. Des pièces pour une usine automobile en Hongrie. Chaque jour de retard coûtait des dizaines de milliers d'euros à l'entreprise allemande. L'assurance ne couvrait pas les pannes mécaniques. Seuls les accidents étaient couverts et personne ne comprenait le problème du camion. Les réparateurs venus d'Allemagne ont été remplacés par d'autres. Puis ceux-ci ont également été remplacés. Une équipe Mercedes est venue directement de Stuttgart. 4 ingénieurs ont passé 8 heures à analyser chaque système à l'aide d'ordinateurs portables et d'équipements de diagnostic coûteux. Sans résultat. Toutes les données indiquaient que le moteur était parfaitement fonctionnel, mais le camion ne démarrait pas. Mehmet parcourait 246 km chaque matin. Il ne s'approchait pas. Il restait à distance. Il observait, réfléchissait. Lorsque Fatma lui demandait pourquoi, il n'avait pas de réponse claire. Peut-être se sentait-il utile là-bas. Peut-être que ce problème occupait son esprit et lui faisait oublier qu'il n'avait pas de travail. Le 3e jour, il a vu quelque chose qui a confirmé ses soupçons. L'un des ingénieurs a ouvert un panneau latéral que les autres n'avaient pas vérifié. Mehmet a vu l'homme regarder à l'intérieur, hausser les épaules et refermer le panneau. Mais en une fraction de seconde, Mehmet a vu ce qu'il cherchait. Il rentra chez lui presque en courant. Il entra dans le garage et fouilla dans son vieux coffre à outils. Il trouva l'outil dont il avait besoin. Un appareil simple qu'il avait fabriqué lui-même il y a 15 ans pour résoudre un problème similaire. Fatma apparut sur le seuil de la porte. Mehmet ne répondit pas. Non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il ne trouvait pas les mots. Comment expliquer à quelqu'un qu'on a vu quelque chose que les ingénieurs allemands n'ont pas vu? Comment dire à quelqu'un que vous connaissez la réponse à un problème que les experts ont déclaré impossible à résoudre? Il regarda l'outil qu'il tenait dans sa main. Il était vieux, usé, mais fonctionnel, et il savait exactement ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, Mehmet enfila sa combinaison propre, la seule combinaison qu'il n'avait pas encore utilisée. Il prit sa boîte à outils et se mit en route vers l'autoroute. Il n'avait pas de plan précis. Il ne savait pas quoi dire ni comment convaincre quelqu'un de le laisser s'approcher du camion. Mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là un jour de plus à regarder le problème rester sans solution. Lorsqu'il arriva au kilomètre 246, la scène avait changé. Le camion était toujours là, mais l'atmosphère était différente. Il y avait moins de monde, moins d'agitation. Il ne restait plus que 2 réparateurs. Ils fumaient à côté d'un des véhicules d'assistance routière. L'homme en costume semblait être le chef de l'opération. Il était au téléphone et, d'après le ton de sa voix, il était clair qu'il recevait des ordres qu'il n'avait pas envie d'entendre. Mehmet s'approcha. L'un des réparateurs le remarqua. L'homme sourit et lui tourna le dos. C'était clair. Mehmet n'était pas le bienvenu, mais l'homme en costume raccrocha le téléphone et se retourna. Il avait l'air désespéré. Il regarda Mehmet de la tête aux pieds. Une vieille combinaison, une boîte à outils usée. Son visage marqué par la vie et son expression changèrent. L'Allemand hésita un instant. Puis il haussa les épaules. Mehmet sentit son cœur battre dans sa gorge. C'était sa chance. Peut-être sa seule chance. Il s'approcha du camion. Les réparateurs riaient derrière lui, faisaient des commentaires en allemand qu'il ne comprenait pas, mais il s'en moquait. Il était uniquement concentré sur la machine devant lui. Il ouvrit le panneau latéral. Il regarda à l'intérieur du panneau qu'il avait vu ouvert la veille et sourit. Mehmet travailla en silence. Ses mains bougeaient avec une précision que seuls 20 ans d'expérience pouvaient lui donner. Il ne se précipita pas, ne s'arrêta pas. Chaque mouvement était calculé, intentionnel. C'était comme une symphonie dont lui seul pouvait entendre les notes. Au début, les réparateurs allemands l'observaient en s'amusant. Un villageois turc qui pensait pouvoir réparer ce qu'eux n'avaient pas réussi à faire.
Mais au fil des minutes, alors que Mehmet continuait à travailler méthodiquement, leur amusement se transforma en curiosité. L'homme en costume que Mehmet avait identifié comme étant Hans Weber se tenait à distance. Il vérifiait constamment son téléphone. Il était clair que le temps était compté. La société de transport devait prendre une décision. Fallait-il abandonner le camion et envoyer un autre véhicule ou continuer à attendre? Mehmet n'en savait rien. Il ne savait que ce qu'il voyait devant lui. Le problème ne venait pas du moteur. Il ne venait pas du système électronique. Il ne venait d'aucun des composants contrôlés par les ingénieurs allemands à l'aide de leurs équipements sophistiqués. Le problème se trouvait à un endroit que personne n'avait pensé à vérifier. À un endroit qui, en théorie, ne pouvait pas causer de panne. Il s'agissait d'un petit capteur, presque invisible. Caché dans un coin du système de freinage, le capteur n'était pas défectueux. Tous les tests montraient qu'il fonctionnait parfaitement, mais son emplacement était incorrect. Il était monté quelques millimètres trop à gauche par rapport à l'emplacement prévu. Il n'avait probablement posé aucun problème depuis sa sortie d'usine et les milliers de kilomètres parcourus. Mais les conditions en Turquie étaient différentes de celles en Allemagne. Températures extrêmes, routes irrégulières, vibrations constantes. Tout cela avait progressivement affecté le capteur, jusqu'au jour où il a commencé à envoyer un signal erroné à l'ordinateur du véhicule et où celui-ci, programmé pour privilégier la sécurité, a tout arrêté. Mehmet ne disposait d'aucun équipement de diagnostic. Il n'avait pas d'ordinateur portable ni de logiciel spécialisé. Mais il avait quelque chose que les ingénieurs n'avaient pas. Une expérience des routes turques, des vieux camions, des problèmes que personne n'avait jamais mentionnés dans les manuels. Il retira le capteur avec précaution, le nettoya. Il le calibra à la main à l'aide de l'outil qu'il avait fabriqué 15 ans auparavant. Puis il le remit en place. Cette fois, dans la bonne position. 4 heures s'étaient écoulées. Mehmet sortit de sous le camion. Il s'est essuyé les mains avec une vieille serviette et a regardé Hans Weber. L'Allemand était figé. Il a ensuite regardé ses mécaniciens. Puis il a regardé à nouveau Mehmet. Lentement, très lentement, il est monté dans la cabine du camion. Il a tourné la clé. Le moteur a toussé une fois, puis 2 fois. Si vous avez aimé, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, continuons. Et puis il a démarré. Un son puissant, net, plein de force. Pendant un instant, personne n'a parlé. Les mécaniciens allemands se regardaient. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Hans Weber est resté dans la cabine. Il a écouté le moteur qui était mort depuis 3 jours en tenant le volant. Puis il est descendu et s'est dirigé droit vers Mehmet. Mehmet ne comprenait pas les mots, mais il comprenait le geste. Hans Weber, directeur logistique de l'une des plus grandes entreprises de transport allemandes, serrait la main d'un réparateur au chômage originaire d'une petite ville de Turquie, et pour la première fois en 8 mois, Mehmet sentait que ses mains avaient de la valeur. Le camion est parti pour la Hongrie le soir même, mais l'histoire de Mehmet ne faisait que commencer. Hans Weber n'a pas oublié. Dans le monde des affaires, les gens comme lui oublient rarement ceux qui leur ont rapporté de l'argent et de la notoriété. Le retard de 3 jours avait déjà coûté plus de 150 000 € à l'entreprise. Sans Mehmet, les pertes auraient continué à s'accumuler. Une semaine plus tard, Mehmet a reçu un appel téléphonique. Il n'a pas bien compris. La personne qui l'appelait parlait anglais et il ne connaissait que quelques mots, mais il a compris l'essentiel. Quelqu'un voulait le voir. Le lendemain, une voiture noire brillante, probablement plus chère que sa maison, s'est garée devant sa porte. Une jeune femme en tailleur en est descendue. Elle parlait parfaitement turc avec un léger accent étranger. Elle s'est présentée comme l'interprète personnel de M. Weber et lui a fait une proposition. La société allemande Trans-Europa Logistics ouvrait un centre de service en Turquie. Ils cherchaient quelqu'un pour diriger leur équipe de réparateurs. Une personne expérimentée, dotée de connaissances pratiques, capable de résoudre des problèmes que les ordinateurs ne pouvaient pas détecter. Le salaire était 4 fois supérieur à ce que Mehmet gagnait jusqu'à présent. Mehmet écouta en silence. Fatma était assise à côté de lui. Elle était tout aussi silencieuse, mais ses yeux disaient tout ce qu'il fallait dire. 30 ans de mariage leur avaient appris à communiquer sans parole. Mais Mehmet ne répondit pas immédiatement. Il demanda du temps pour réfléchir. Cette nuit-là, il resta assis dans le garage. Il regardait sa boîte à outils. Les mêmes outils qui avaient permis de résoudre le problème du camion allemand,
Les mêmes outils que personne ne voulait voir pendant 8 mois, et il pensait à tous les réparateurs comme lui, à tous ceux qui possédaient une expérience et des connaissances que le monde jugeait inutiles, à tous ceux qui restaient chez eux, regardant le temps passer, se demandant s'ils seraient à nouveau importants. Le lendemain, Mehmet accepta l'offre, à une condition toutefois. Le centre de service ouvrit ses portes au printemps suivant, non pas à Kocaeli ou à Istanbul, mais à Gebze, dans l'ancienne usine fermée 1 an plus tôt, comme l'avaient initialement proposé les Allemands. C'était la condition posée par Mehmet, la seule condition qu'il avait posée. Trans-Europa Logistics avait hésité. Gebze était une petite ville. Elle ne disposait pas d'infrastructures développées. Elle ne disposait pas d'une main-d'œuvre qualifiée, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Mais Mehmet leur a montré autre chose. Il leur a présenté la liste de plus de 100 anciens employés de l'usine. Des réparateurs, des électriciens, des soudeurs, tous au chômage, tous expérimentés, tous oubliés par un système qui préférait importer des experts plutôt que d'utiliser ceux qui étaient déjà là. Hans Weber a finalement accepté. Peut-être parce que Mehmet l'avait convaincu, peut-être parce que les chiffres montraient que la main-d'œuvre locale était moins chère, peut-être parce qu'au fond de lui, il avait compris quelque chose que Mehmet, l'Allemand, ne voyait pas. Mais au cours du premier mois, Mehmet en a embauché 30 personnes. La moitié d'entre elles étaient d'anciens collègues de l'ancienne usine. L'autre moitié était composée de jeunes de la région, inexpérimentés, mais désireux d'apprendre. Mehmet les a formés lui-même. Pas avec des présentations et des manuels en classe, mais dans l'atelier, les mains dans le cambouis, les moteurs allumés, face à de vrais problèmes. Il leur a raconté l'histoire du camion allemand. Il leur a expliqué ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti, ce qu'il avait pensé. Il leur a montré que l'expérience ne pouvait être remplacée par la technologie, que l'intuition venait de nombreuses années de travail, que chaque erreur était une leçon et que chaque leçon vous rendait meilleur. En 6 mois, le centre de Gebze est devenu l'un des plus efficaces du réseau Transi-Europa. Des camions venaient de toute l'Europe pour des réparations que les autres centres ne pouvaient pas effectuer. La réputation de Mehmet grandissait, mais Mehmet n'a pas changé. Comme il l'avait toujours fait, il arrivait tous les matins à 5 heures. Il portait la même combinaison, propre mais simple. Il déjeunait avec l'équipe dans la cantine improvisée installée dans l'ancien bureau du directeur et restait seul dans l'atelier le soir à moi-même. Ça, c'était le soir. Après le départ de tout le monde, il vérifiait chaque outil, chaque équipement, chaque détail. Fatma lui demandait parfois pourquoi il ne se détendait pas. Ils avaient désormais de l'argent. Ils pouvaient voyager. Ils pouvaient acheter une nouvelle maison. Ils pouvaient vivre confortablement. Mehmet ne savait pas comment lui expliquer. Ce n'était pas une question de travail. C'était une question d'identité. Ses mains avaient besoin de s'occuper. Sans cela, il se sentait incomplet. Au cours de la première année, le centre de Gebze a réalisé un bénéfice de 2 millions d'euros. Trans-Europa a décidé d'étendre ses activités. Il voulait ouvrir 2 autres centres en Turquie, l'un à Ankara, l'autre à Izmir, et il voulait que Mehmet les dirige tous. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce matin de juillet où Mehmet avait vu pour la première fois le camion garé au bord de l'autoroute. Aujourd'hui, 200 personnes travaillaient dans les 3 centres qu'il dirigeait. 200 familles avaient un salaire, une sécurité, un avenir. 200 histoires avaient commencé au même endroit que celle de Mehmet. De l'ombre, de l'oubli, de l'endroit où le monde les avait abandonnés. Mehmet était assis dans son bureau à Gebze, le même bureau qui appartenait autrefois au directeur de l'usine fermée. L'ironie ne lui avait pas échappé. Parfois, le soir, il regardait la salle où il avait travaillé pendant 20 ans comme simple réparateur et se demandait comment il était arrivé là. Une photo était posée sur la table. Lui et Fatma, jeunes et effrayés, pleins d'espoir qu'ils ne savaient pas nommer, regardaient cette photo chaque matin avant de commencer leur journée, il y a 32 ans, lors de leur mariage. Un jour, Hans Weber est venu lui rendre visite. Il n'était pas seul. Il était accompagné d'une équipe de journalistes allemands qui voulaient faire un reportage sur le centre de Gebze et le modèle de réussite qu'il représentait. Mehmet ne voulait pas donner d'interview. Il n'aimait pas attirer l'attention. Il n'aimait pas les caméras. Il n'aimait pas parler de lui. Mais Hans a insisté. La journaliste en chef était une femme d'une quarantaine d'années, au regard curieux et au sourire chaleureux. Elle lui a demandé pourquoi il pensait avoir réussi là où d'autres avaient échoué.
Mehmet a longuement réfléchi avant de répondre. La femme a noté chaque mot. Le film a été diffusé sur l'une des plus grandes chaînes de télévision allemandes. Le titre était Le réparateur oublié de l'Allemagne. Mehmet n'a pas vu l'interview. Il n'avait pas la télévision allemande, mais il en a immédiatement ressenti les effets. Des appels téléphoniques de toute l'Europe, des offres de grandes entreprises, des demandes de conseils, des invitations à des conférences, le monde entier voulait en savoir plus sur l'homme de Gebze qui réparait ce que les autres ne pouvaient pas réparer. Mais Mehmet a refusé la plupart de ses propositions. Non pas par fierté, mais parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait faire. Et ce qu'il voulait était simple. Aider des gens comme lui. Au cours de la troisième année, Mehmet a mis en place un programme de formation pour les réparateurs. Il ne s'agissait pas d'une école officielle délivrant des diplômes et des certificats, mais d'un atelier pratique où des personnes sans formation pouvaient apprendre un métier. Des jeunes des villages, des personnes hommes des villages, des personnes ayant perdu leur emploi, des femmes souhaitant faire autre chose que ce qu'on leur avait dit de faire venaient y suivre la formation. Mehmet leur a tout appris, avec patience, dévouement et le même soin qu'il apportait à chaque moteur qu'il réparait. 5 ans plus tard, plus de 400 personnes avaient suivi son programme. La moitié d'entre elles travaillaient dans les centres Trans-Europa. L'autre moitié avait trouvé du travail ailleurs, en Turquie, en Europe, voire en dehors de l'Europe. Et toutes se souvenaient de Mehmet, l'homme qui leur a montré que leurs mains avaient de la valeur. Mehmet Yildirim a aujourd'hui 62 ans. Il arrive toujours au travail à 5 heures du matin. Il porte toujours sa combinaison. De la même marque, mais différente, car l'ancienne était usée. Il déjeune toujours avec l'équipe. Il vérifie toujours tous les outils le soir. Il passe toujours des heures dans l'atelier. Il écoute les moteurs. Fatma l'accompagne désormais au bureau. Pas parce qu'elle travaille. Elle a pris sa retraite il y a 2 ans. Parce qu'elle ne voulait pas rester seule à la maison. Elle s'assoit dans un coin, lit, boit du thé et observe Mehmet faire ce qu'il a fait toute sa vie. Parfois, des visiteurs viennent voir Mehmet. Des journalistes, des hommes d'affaires, des étudiants qui écrivent des thèses sur la réussite et la détermination. Mehmet les accueille tous avec la même simplicité. Il leur montre l'atelier. Il leur explique comment les choses fonctionnent. Il leur parle du camion allemand. Mais ce qu'il ne leur dit pas est le plus important. Il ne leur parle pas des longues nuits où ils ne pouvaient pas dormir, inquiets de ne pas trouver de travail. Il ne leur parle pas de la honte qu'ils ressentaient lorsque Fatma partait à l'usine le matin et qu'il restait à la maison inutile. Il ne leur parle pas des moments où il se demandait si sa vie avait encore un sens. Il ne leur dit rien, parce que ces moments appartiennent au passé. Et Mehmet a appris à ne pas vivre dans le passé. Dans son bureau, le capteur qu'il a retiré du camion allemand est désormais accroché au mur derrière son fauteuil. C'est un objet petit, presque insignifiant, que personne ne remarquerait si l'on ne connaissait pas l'histoire qui se cache derrière. Mais Mehmet le voit tous les jours et s'en souvient tous les jours. Il se souvient que le succès vient souvent des endroits les plus inattendus. Il se souvient que la valeur d'une personne ne réside pas dans ses diplômes ou ses titres, mais dans ce qu'elle est capable de faire. Il se souvient que parfois, la personne qui semble la moins appropriée est exactement celle dont vous avez besoin. Et il se souvient qu'elle est invisible. Il se souvient qu'on l'a ignorée. Il se souvient qu'on le considérait comme trop vieux, trop simple, trop incompétent pour le monde moderne. Mais il a trouvé sa place. Non pas parce que le monde le recherchait, mais parce qu'il a refusé d'abandonner. Aujourd'hui, dans ce hall autrefois fermé et abandonné, des dizaines de réparateurs travaillent en sous sa direction. Certains sont jeunes et en début de carrière. D'autres, comme lui, pensent que leur heure de gloire est passée. Mais ils ont tous un point commun. Des mains qui savent travailler, des esprits qui savent réfléchir, des cœurs qui refusent d'abandonner. Mehmet les observe chaque jour avec le même sentiment. Pas avec fierté, avec gratitude envers ceux qui pensent d'avoir accompli quelque chose, avec gratitude de pouvoir transmettre ce qu'il a appris, car c'est tout ce qu'il voulait, être utile, être important, laisser quelque chose derrière lui. Un soir, après le départ de tout le monde, Mehmet est resté seul dans l'atelier. La lumière était éteinte. Seules quelques ampoules de secours éclairaient l'immense salle. Il s'est assis sur une vieille chaise. En regardant toutes les machines, tous les outils, tout ce qu'il avait construit autour de lui, Fatma est entrée derrière lui. Elle l'a trouvé là. Dans la pénombre, elle s'est assise à côté de lui avec un petit sourire. Ils n'ont pas parlé,
Ce n'était pas nécessaire. Dehors, le ciel s'éclaircissait lentement. Un nouveau jour commençait et Mehmet savait qu'il serait là, prêt à commencer comme chaque matin. Parce que c'était lui, un réparateur, un enseignant, un homme qui n'abandonne jamais. Et tant qu'il serait là, les autres ne seraient pas oubliés. Fin de la série. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde vous avait oublié? Avez-vous déjà eu une seconde chance? Construisons ensemble un monde où chaque main qui sait travailler a de la valeur. Car au final, peu importe d'où vous venez ou combien de diplômes vous avez, ce qui compte, c'est ce que tu peux faire quand le monde a besoin de toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et n'oublie pas que dans chaque atelier, chaque garage, chaque coin oublié du monde, il y a des gens qui attendent d'être vus. Peut-être que c'est toi qui les verras. À la prochaine histoire. Ouais.